Alors, on commence cette partie théorique sur les médicaments injectables utilisés en réanimation. Donc, la présentation va s'articuler de la façon suivante. L'idée, c'était de vous montrer quelles sources d'informations vous avez pour trouver les informations pour préparer les médicaments injectables en réanimation. Donc, on va regarder les sources d'informations suivantes, les bases de données médicamenteuses disponibles à Dijon. Qu'est-ce qu'on trouve dans le logiciel DXCare, qui est le logiciel institutionnel? Et ensuite, vraiment les spécificités liées à la réanimation, avec des choses assez pratiques sur comment on dilue les médicaments les plus couramment utilisés en réa. Donc, on commence rapidement par les bases de données médicamenteuses. Donc, au CHU de Dijon, on a deux bases de données médicamenteuses que vous pouvez consulter, qui sont le Vidal et la BCB, donc c'est la banque Claude Bernard, et qui sont des applications qui sont disponibles en ligne sur l'intranet. Ces applications, elles sont aussi synchronisées avec le livret du médicament. Ça veut dire que dans ces outils, vous pouvez trouver les médicaments qui sont disponibles à l'hôpital au CHU de Dijon. Vous savez, on est un établissement public de santé, donc on a l'obligation de mettre en concurrence les fournisseurs et on ne peut pas avoir le princeps et son générique. Et donc pour aider les médecins à prescrire dans le livret, les bases de données sont synchronisées avec le livret, donc on sait en temps réel ce qu'on a comme molécule à l'hôpital, et vous, ça vous aide à administrer les bons médicaments aussi aux patients. Donc ces bases de données, on va trouver dedans le RCP du médicament, c'est le résumé des caractéristiques du produit. Donc c'est le document qui a été élaboré pour que le médicament obtienne son AMM, son autorisation de mise sur le marché. Et on retrouve dedans le mode d'administration du médicament, dans quoi on le dilue, avec quoi c'est incompatible. Donc vous avez déjà beaucoup de choses en fait dans le Vidal. Donc comment on y accède? Je ne sais pas si vous connaissez tous ce chemin. Donc vous ouvrez Mozilla, l'Internet Explorer de l'hôpital, vous allez sur le réseau, sur l'intranet, et vous cliquez sur Applications. Ensuite, vous arrivez sur toutes les applications disponibles à l'hôpital. Elles sont classées par ordre alphabétique, donc vous descendez et vous cherchez le Vidal. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt le Vidal que la BCB, même si on a les mêmes informations dedans. La BCB tend à disparaître. Un jour, elle sera peut-être plus référencée sur l'hôpital, donc préférez plutôt le Vidal. Donc la deuxième source d'information que vous pouvez utiliser pour ceux qui connaissent, c'est DXCare. Donc là, actuellement, DXCare est utilisé sur les 3 réanimations chirurgicales. Donc pour notre sujet de préoccupation en ce moment, la prise en charge des patients Covid-19, il y a des patients qui vont être admis dans des services où il y a la prescription dans DXCare et d'autres non, ils seront en prescription papier. Mais voilà, il y a des choses qui sont disponibles dans DXCare pour ceux qui utiliseront la prescription informatisée. Donc DXCare, c'est le logiciel institutionnel sur l'établissement. On a la majorité des services qui sont en prescription informatisée maintenant. Et puis, voilà, je vous disais, pour les services qui sont en prescription papier, on a des supports de ce type où on a la prescription et l'administration sur le même support, donc pas de retranscription soignant. Donc ceux qui font de la prescription papier, je pense que vous utiliserez un support qui ressemble à celui-ci. Alors je vais compléter. Donc DXCare sur les réa CHIR est utilisé et on a mis en place un protocole Covid qui est standardisé sur l'ensemble de nos réanimations chirurgicales. Voilà, je dis chirurgicales parce qu'en médecine intensive réanimation, ils ont un autre protocole, ils ne fonctionnent pas avec DXCare. Voilà. Donc nous, sur les réanimations chirurgicales, on est standardisé. Donc les médecins, en tout cas les prescripteurs utilisent tout ce même modèle qu'on a réfléchi entre nous, ça standardise nos prescriptions. Puis pour la salle de réveil, donc SSPI qui est devenue réanimation, là on ne peut pas utiliser des DXCare parce qu'il y a beaucoup de soignants qui tournent et du coup on a pris le parti d'utiliser le support papier unique de prescription administration qui ressemble à effectivement cette prescription. Donc si c'est du post-opératoire, l'anesthésiste qui a pris en charge le malade fait la prescription. Si c'est une entrée directe, en fait c'est une prescription qui est faite par le réanimateur qui reçoit. Et donc on utilise ce dispositif.
La question est on est en adaptation et on est en potentielle évolution pour les patients qui sortent dans un service de SSPI vers un service qui est DXCare. Donc on essaye de faire les relais si c'est possible. Mais bon, voilà, tout dépend de l'afflux de patients, de l'afflux de malades. Chose est claire, c'est qu'on est là pour simplifier au maximum et surtout pour qu'il y ait les personnes, les soignants qui puissent être à l'aise. Alors c'est pas simple de jongler avec un logiciel, d'un logiciel à un support papier et inversement. D'autant plus que vous avez des habitudes un peu différentes dans vos secteurs. Mais voilà, on s'y fait. On s'y fait. Et puis on est là d'ailleurs pour vous aider et travailler avec vous. Donc la prescription dans DXCare, c'est pareil, elle est faite pour aider le prescripteur à prescrire dans le livret du médicament, pour essayer d'utiliser les médicaments disponibles à l'hôpital. Et puis elle a un certain nombre d'avantages, je ne vais pas tous vous les relister, mais ça permet une meilleure lisibilité et puis donc effectivement de protocoliser beaucoup de choses et donc d'uniformiser les pratiques d'un service à l'autre, d'un prescripteur à l'autre aussi. Donc c'est ce que disait le docteur Mirek, il y a eu pas mal de paramétrages de faits. Donc il y a le paramétrage d'une part des perfusions, pousse-seringue, PCA que vous allez utiliser avec les modalités de dilution. Donc dans DXCare, on a une façon de faire sur l'hôpital avec une nomenclature et des paramétrages qui sont un petit peu standardisés quand on le peut. Et donc il faut savoir qu'on va toujours privilégier la dilution dans du NaCl 0,9% quand c'est possible, quand il y a plusieurs solvants possibles, G5, NaCl, on va privilégier le NaCl et on va privilégier toujours le plus petit volume possible de solvant. Donc quand vous voyez une perfusion paramétrée dans DXCare dans une poche de 250 ml par exemple, il ne faut pas mettre un solvant de plus faible volume, c'est 250 ml obligatoire, parce qu'on a regardé les stabilités, la tolérance chez le patient, les incompatibilités, etc. Après, on peut discuter au cas par cas si ça pose un problème. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vraiment ça pose un problème chez un patient qui par exemple est en restriction hydrique ou des choses comme ça, on peut en discuter. Mais sinon, ces paramétrages doivent être respectés au moment de la préparation des injectables. On le fait notamment chez des patients de neuroréanimation quand on veut éviter de passer du sel et du chlore surtout. Et donc du coup on réadapte, mais c'est vraiment du cas par cas, de l'hyperspécialité. Et donc on réadapte en fonction de ça et là on fait le point ensemble. Donc là-dessus on est sur des prescriptions standards. En tout cas Covid c'est très standardisé. Et les autres patients, les hyperspécialités on va dire, sont aussi très standardisés dans nos prises en charge, à part cas particuliers. Donc on a le paramétrage de perfusion, pousse-seringue, PCA dans DXCare et puis on a aussi le paramétrage de protocole. Donc c'est ce qu'on disait, pour la réanimation chirurgicale, on a une arborescence de protocole. Là on vous a mis la copie d'écran du protocole qui s'appelle Covid-19 justement, qui a été élaboré et qui est un peu un protocole qui peut servir un peu de checklist avec les choses à administrer aux patients et c'est un gain de temps. Donc très précieux pour les médecins et puis une sécurité pour la prescription puisque ce qui est mis dedans est validé et paramétré. Une particularité en réanimation chirurgicale, je ne sais pas si vous y serez confrontés, mais on a créé et validé avec la direction des soins des protocoles mixtes ou protocoles médicamenteux infirmiers. Donc ça permet aux soignants de déclencher eux-mêmes un protocole dans DXCare sur accord médical oral, uniquement quand le médecin n'est pas disponible, il est sollicité, il est pris sur une réanimation sur un patient, il ne peut pas prescrire dans l'ordinateur, mais vous avez besoin de pouvoir agir vous aussi sur un autre patient, vous demandez un accord oral au médecin, et il y a quelques protocoles, il y en a une dizaine, que le soignant peut se déclencher lui-même. Donc c'est très encadré, c'est uniquement en cas d'urgence, mais ça vous permet d'assurer la continuité des soins et de ne pas être bloqué pour faire l'administration dans DXCare. Voilà, on va passer maintenant aux spécificités vraiment de la réa avec les tableaux de dilution qu'on vous met à disposition. Donc ici sur cet écran vous ne voyez pas très bien, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des tableaux qui ont été créés, qui sont disponibles, donc affichés dans certaines salles de soins de la réanimation. Et s'ils ne sont pas affichés, ils sont disponibles sur le réseau. On vous a remis le chemin.
Et ça va être la suite de la présentation, ça va être le détail un petit peu de ce tableau qui est classé en plusieurs parties. Vous avez les anti-infectieux en premier, donc on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément le thème de la formation. Et puis après, vous allez avoir les anesthésiques et les médicaments de la sédation, donc pour endormir le patient. Vous allez avoir ensuite les curares qui vont être là pour obtenir le relâchement musculaire et permettre certains soins de réanimation. Vous allez avoir les médicaments utilisés pour l'analgésie, donc prise en charge de la douleur. Et puis certains autres médicaments utilisés pour le système cardiovasculaire et la prise en charge des effets indésirables, hypotension, hypertension, et les médicaments antagonistes quand il y a des effets indésirables justement. Donc on va voir le détail de ces produits. Alors on a essayé de les prioriser, hein, on ne va pas tous les détailler, on a priorisé les médicaments, on va dire, les plus courants en réanimation. Dans la présentation, il y en a d'autres qu'on a masqués volontairement parce que c'est des médicaments qu'on utilise mais bien moins fréquemment en réanimation. Et donc vous aurez toute la présentation avec tous les médicaments, le chemin d'accès et des guidelines avec vous expliquant tout ça. Et vous pourrez revenir si vous voulez faire de la pharmacologie poussée, ce qui est ton métier, ce qui est aussi le mien en tant qu'anesthésiste réen, de travailler sur les médicaments, on pourra aller bien plus dans le détail. Mais l'idée, c'est de vous donner des grandes lignes, dilution, dosage et contre-indications, effets secondaires majeurs, hein, parce qu'on peut avoir des tas d'effets secondaires. Donc le midazolam, donc vous le connaissez peut-être sous le nom de Hypnovel. Hypnovel n'existe plus depuis quelques années, donc la molécule, c'est le midazolam. Donc c'est un médicament qui est utilisé pour la sédation vigile, l'anesthésie et la sédation en unité de soins intensifs. Donc c'est un médicament qu'on va utiliser et préparer et passer par un pousse-seringue électrique. Donc on a plusieurs dosages disponibles à la pharmacie et donc plusieurs possibilités de préparation de pousse-seringue. Voilà, c'est présenté ici. Vous aurez tout ça disponible dans les services. Il y a des incompatibilités, donc vaut mieux pas le mélanger. Voilà, la stabilité est assez longue sur 24 heures, donc il n'y a pas de problème particulier avec ce produit. Alors, la problématique, notamment effet secondaire de ce médicament, c'est la perfusion continue, elle est utilisée. Alors on peut l'utiliser en bolus pour faire utiliser, c'est une benzodiazépine, hein, donc en fait on peut l'utiliser en décontractant, en tout cas en visée sédative, mais là en réanimation on l'utilise au pouce-seringue. Donc en fait si on fait une perfusion continue, vous aurez une accumulation possible, notamment si les patients ont des insuffisances hépatiques, certaines insuffisances rénales, il y a des accumulations aussi. Les effets secondaires, on a chez certains patients des choses assez surprenantes, des réactions paradoxales. Au lieu d'avoir un effet sédatif, en fait le patient va être complètement agité. C'est assez surprenant, on n'a pas de facteurs prédisposants par rapport à ça. Il y a des dépressions respiratoires, dépressions cardiovasculaires, donc c'est pour ça que c'est des médicaments de soins intensifs, réanimation, on ne les utilise pas en dehors d'avoir un monitorage, hein. Et puis, il y a quand même, malgré tout, une importante variabilité intra-individuelle, même inter-individuelle aussi. En fait, la dose n'est pas forcément liée à un effet. Les benzodiazépines s'accumulent beaucoup. Donc voilà, gardez ça en tête. Pour ce qui est des contre-indications, c'est des contre-indications générales. Alors, les myasthénies, les myopathies, tous ces médicaments qui sont déjà... ces maladies, excusez-moi, qui sont des atteintes au niveau musculaire, au niveau du diaphragme, eh bien en fait les benzodiazépines sont des contre-indications. Et puis il y a pas mal d'interactions avec tout ce qui est inhibiteur, inducteur du cytochrome. Des cytochromes, on ne rentrera pas dans le détail, mais dedans il y a les antifongiques, les macrolides, les inhibiteurs calciques, les antiprotéases. Donc ça quand même je l'ai signalé dans le sens où il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec des potentiels médicaments qu'on pourrait utiliser dans le Covid. Alors le deuxième. Donc le deuxième, on en parle beaucoup en ce moment, hein, c'est le propofol, connu aussi sous le nom de diprivant, mais en ce moment c'est du propofol qu'on a à l'hôpital, donc qui est utilisé pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie générale, la sédation des patients ventilés, la sédation au cours de procédures diagnostiques ou chirurgicales. Donc on utilise au CHU le propofol Lipuro. Ce sont des ampoules. La solution est blanche puisque c'est une émulsion lipidique. Donc il n'y a pas de dilution, ça s'utilise pur, au pouce-seringue ou en nivellante. Donc cette émulsion, il ne faut pas la diluer, il ne faut pas la mélanger avec les autres médicaments.
Et on l'utilise, nous, pour l'anesthésie au bloc opératoire, avec objectif de concentration, avec des pouces-seringues un petit peu spécifiques. On fait des programmations pour avoir un objectif au niveau cérébral. Voilà, je le dis juste parce que, en fait, c'est vraiment un médicament qui est utilisé à la fois sur l'anesthésie bloc opératoire, dans les secteurs interventionnels, type gastro-entérologie, neurologie interventionnelle, tous ces dispositifs-là, et en réanimation aussi. Alors avec des contre-indications malgré tout qui sont l'allergie au propofol. Alors l'allergie au propofol, il peut y avoir des allergies aux protéines de l'œuf parce qu'il y a des formes lipuro, donc voilà, il peut y avoir des allergies de ce type-là. Puis pour ce qui est des effets secondaires, ça reste des hypnotiques, donc en fait c'est une dépression respiratoire, mais surtout une dépression cardiovasculaire. Il faut savoir que sur ces malades-là, on a une dépression cardiovasculaire, donc une baisse de tension après injection de propofol. Et elle est modérée chez la plupart des patients, notamment chez les jeunes comme nous, peut-être un peu moins moi maintenant, mais elle est très importante chez l'insuffisant cardiaque, chez le sujet âgé, et chez le patient qui est en sepsis, qui a une infection. Et donc le propofol n'est pas un médicament du préhospitalier, très clairement, parce que c'est des malades qui vont faire des grandes hypotensions derrière, donc c'est un médicament qu'on va vraiment utiliser, réservé, bloc opératoire, réanimation, et avec des vigilances. Des vigilances aussi, alors il faut faire attention aux perturbations du métabolisme lipidique, s'il y a pancréatite, parce qu'en fait il y a des interactions par rapport à ça, et il y a une coloration anormale des urines qui vont devenir certaines fois vertes, et c'est un signe d'alerte sur un syndrome qu'on appelle le syndrome de perfusion du propofol, le PRIS syndrome. Alors c'est un syndrome qui est décrit, qui est pas aussi grave que je le décris ici. Il peut être fatal, ça c'est clair, si on fait rien, si on n'arrête pas nos médicaments. Et il s'est surtout décrit qu'on a des injections prolongées, continues de propofol à des doses extrêmement importantes. Donc c'est vraiment un médicament qu'on essaye de mettre pendant 24-48 heures et après on switch éventuellement par du midazolam ou on réveille le patient. Mais laisser plus de 48 heures à forte dose, on peut avoir ces effets-là. Alors vous avez vu, bradycardie, asystolie, choc cardiogénique, acidose métabolique, traitement, stop propofol, mais on va jusqu'à l'ECMO quand même. Donc c'est le PRIS syndrome est quelque chose de très grave. Et donc nous on essaye à chaque fois, soit on laisse sédater notre malade, on passe le midazolam classique, avec des benzodiazépines classiques pour sédater, soit on réveille notre patient. Mais voilà, il faut trouver des alternatives parce que c'est des médicaments qui sont des médicaments extrêmement puissants. Alors, on peut en parler, Dexdor, c'est plutôt une drogue sédative que vous ne verrez pas forcément, je ne sais pas si on rentrera sur le détail, ça peut arriver, oui, si. Ouais. À utiliser peut-être moins souvent. Donc une drogue sédative utilisée en unité de soins intensifs quand il y a un état de sédation pas plus profond que celui permettant une réponse à un stimulus verbal qui est demandé. Donc ça s'utilise aussi au pouce-seringue électrique. La dilution est possible dans le NaCl ou le G5. Et puis voilà, les dilutions sont toujours les mêmes. C'est des microgrammes, attention sur les ampoules, lisez bien ce qui est écrit. Donc c'est les dilutions, voilà, 200 microgrammes dans 20 ml, 400 dans 40 ou 600 dans 60 en général. Donc c'est des médicaments qui sont extrêmement intéressants. La dexméthédomidine, comme d'autres, le catapressant aussi, on entend parler, c'est des alphas, c'est du groupe des alphas, et en fait il y a un effet extrêmement intéressant, c'est des sédatifs, mais on peut stimuler le malade. C'est-à-dire que le malade, quand on ne le stimule pas, il ne répond pas, il est posé, donc adapté au respirateur en ventilation spontanée, et puis quand on le stimule, il peut nous répondre. Alors il y a des contre-indications que je n'ai pas mis ici, mais notamment en hypertension intracrânienne à la phase aiguë, c'est une contre-indication. Parce que le malade, à la phase aiguë d'une hypertension intracrânienne, après trauma crânien, il faut le sédater profondément, ce qui n'est pas le cas avec ces médicaments, qui ont un intérêt notamment dans la prise en charge des Covid. Parce que c'est des malades qu'on va réveiller, mais qui vont quand même être agités, parce qu'on ne va pas pouvoir leur enlever le tube tout de suite, les extuber, qui ont besoin de la ventilation encore un certain temps. Et donc pour leur faire tolérer la ventilation, le respirateur et l'ensemble des soins du nursing, eh bien on les met sous dexméthédomidine. Voilà. Alors les soignants ont un petit peu moins l'habitude parce que c'est la dernière drogue sédative qui est arrivée sur le marché il y a quelques années maintenant, et donc alors nous on l'utilise fréquemment, mais c'est une drogue qui n'a pas l'AMM en dehors de la réanimation. Donc ça c'est pas une drogue anesthésique. En France, aux États-Unis c'est un peu différent, mais nous en France on a l'AMM pour la réanimation, pour des patients à stimuler. Et donc, le point principal au niveau de la contre-indication et l'effet secondaire aussi, c'est que c'est des patients qui vont faire des troubles du rythme.
Voilà. Donc les patients qui ont une irritabilité cardiaque, myocardique, on évite de mettre ces médicaments. D'ailleurs, on le voit vite le test, quand on le remet en place et que derrière ils font des troubles du rythme. Généralement, on arrête tout de suite parce qu'ils font de l'hypotension derrière. Donc voilà, ils ne le tolèrent pas très bien parce que c'est un effet alpha. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Et ça se fait en perfusion sans bolus. Voilà, c'est des types de médicaments un peu spécifiques, mais voilà, c'est des bonnes règles de pratique. Et on peut associer avec de l'hypno ou quelque chose si on a besoin de faire un bolus à ce moment-là? Alors, ce qu'on fait en relais, c'est on voit les choses un peu différemment. C'est une question extrêmement intéressante, pas avec le midazolam, mais avec le propofol. En fait, qu'on réveille un malade sous midazolam sufentanil, donc avec des morphiniques, on arrête le midazolam, on arrête les morphiniques, et on fait un relais soit par propofol, par de la morphine discontinue, et puis éventuellement, si ça ne suffit pas, on arrête le propofol et on reprend du Dexdor en relais. Voilà, donc en fait, on fait chevaucher certains médicaments pour éviter l'agitation post-réveil, parce que c'est des patients qui ont eu des grosses doses de sédatifs type benzodiazépine, morphinique, et en fait, ils font des syndromes de sevrage. Donc en fait, on essaie d'alterner en relais, et le médicament qu'on associe plus avec le Dexdor en relais, c'est le propofol, voilà, plutôt, en phase intermédiaire. Et puis si ça suffit pas, après on adjoint des neuroleptiques de manière discontinue. Enfin bon, voilà, on a d'autres principes pour éviter, pour jouer sur le sevrage. L'avantage, c'est que les alphas, notamment la dexméthylomidine, mais le catapressant, sont des médicaments qu'on utilise chez les toxicomanes. Fonctionnent bien dans les syndromes de sevrage. Et donc, nous, quand on a fait une semaine de sédation sous benzodiazépine, morphinique, ils ont un sevrage. Et donc, du coup, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc, mais ça, c'est des pratiques et voilà, c'est un peu à l'usage aussi par rapport à ce qu'on fait. Le thiopental, qui là est un barbiturique. Donc on a la dose d'induction et les doses d'entretien. Ça s'administre donc à l'induction en nivellante et à l'entretien au pouce-seringue électrique. Il faut utiliser la voie veineuse centrale puisque c'est un médicament qui est toxique pour les veines. Et c'est une poudre, ce médicament-là, donc il y a une reconstitution avant, donc avec 20 ml pour reconstituer le produit. Alors, un point important, aux doses qu'on utilise nous en réanimation, en anesthésie, ils seront tous intubés. Parce que c'est des barbituriques et en fait on utilise des grosses doses. On peut utiliser des doses beaucoup moins importantes en troisième ligne de traitement des convulsions et donc c'est là qu'on part d'anesthésie courte et anesthésie sans intubation. Mais en tout cas c'est pas notre pratique nous locale, de pratique de réanimation. C'est on met une grosse dose. C'est un médicament qui marche très très bien sur la sédation. C'est un très très bon sédatif, barbiturique. Barbiturique, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, ça met le cerveau au repos. Ça fait des bursts suppression. Voilà, ça met l'activité électrique à zéro. Donc c'est un médicament qui endort très bien. Donc c'est un bon effet, mais comme ça endort très bien, ça fait aussi beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires les plus importants, c'est cardiovasculaire, respiratoire bien sûr, mais surtout cardiovasculaire. Donc il y a des hypotensions derrière. Un médicament qui endort bien, voilà, forcément, il y a des effets derrière un petit peu embêtants. Il y a aussi souvent quand même une estaminolibération, un rash cutané sur ces patients. Alors c'est phlébogène, donc il faut avoir un bon cathé périphérique quand on fait un bolus. Et sinon, c'est effectivement sur voie centrale. Bon, c'est des médicaments à manier qui ne sont pas si simples que ça. Clairement, c'est des vieux médicaments. C'est un très très bon barbiturique, un très bon hypnotique, mais avec une maniabilité qui n'est pas simple parce que on a vraiment des grosses baisses de tension post-injection de médicaments et il faut prendre souvent des supports vasopressifs derrière, type noradrénaline ou ces médicaments-là. Donc on les garde en aide, en adjuvant chez les tas de mal épileptiques, c'est la très bonne indication. Et puis dans les états d'hypertension réfractaire, en dernière ligne, on peut les utiliser. Un point important, je ne l'ai pas signalé ici dans les effets secondaires aussi, c'est que c'est dépresseur immunitaire en fait. Donc de manière un peu étonnante, ce médicament va faire baisser l'immunité et donc c'est des malades qui font beaucoup de pneumopathie liées à la ventilation mécanique. Donc on essaiera, dans la mesure du possible, de ne pas faire ces médicaments-là dans les patients qui ont une infection, et notamment Covid, parce qu'il y a un risque d'immunosuppression lié à ce médicament. Donc voilà, on le garde quand même en tête, mais après, on peut avoir des états de mal épileptiques en dehors du Covid, d'ailleurs, donc on peut prendre en charge ces malades. Voilà. À garder en tête. L'étomidate, je crois que je l'ai rajouté celui-là. Alors, c'est un médicament, je le complète, je l'ai fait rajouter. Médicament qui est
un hypnotique moins puissant. Donc c'est le médicament de choix pour le préhospitalier. C'est celui qu'on utilise dans l'intubation séquence rapide. Donc c'est un médicament qui est moins puissant, donc du coup moins d'effets secondaires. Donc du coup c'est un médicament qu'on va utiliser pour les patients fragiles, les patients les sujets âgés, les patients en état de choc, en induction. On ne fait pas de perfusion d'étomidate. Pas de perfusion continue. Et l'étomidate est pourvoyeur d'insuffisance surrénalienne. Voilà. Donc, en induction, on peut faire, mais on ne le fait pas en perfusion continue. Ça ne se dilue pas, c'est du 2 mg par millilitre. Et la forme Lipuro, donc on en parlait avec le propofol, attention, Lipuro, ça ressemble énormément à une ampoule de propofol. Donc on vous redira après, étiquetez vos seringues. Étiquetez vos seringues, parce que moi, entre un étomidate et un propofol, les deux à côté, je suis incapable de savoir lequel est le propofol, lequel est l'étomidate. Donc il y en a un qui est pourvoyeur d'hypotension, l'autre pas. Donc si je me plante, c'est pas bon. Donc moi, pas d'étiquette, pas d'utilisation, poubelle. Voilà, donc les choses sont claires. Et les contre-indications, c'est celle-ci. Alors, il y a souvent, quand même, à l'injection, une myoclonie du patient, un peu bizarre. On n'a pas trop... voilà, il y a des mécanismes, je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis, on a des fois une rigidité à l'endormissement. C'est un peu surprenant. Quand on endort à l'étomidate, font des réactions un peu bizarres. Mais surtout, gardez en tête que c'est un très bon médicament chez les états de choc. Et on l'utilise très fréquemment pour ces malades très fragiles, où on ne peut pas utiliser ni le propofol, ni le thiopental, ni ces autres traitements très dépresseurs myocardiques. Gamma Wash, alors j'ai mis une diapo blanche, je le cite uniquement, c'est le gamma hydroxybutyrate, c'est un médicament qui est extrêmement puissant, qui est considéré dans les... Alors il n'est pas dans les toxiques, mais en tout cas il est très puissant, il est intéressant ce médicament, c'est un médicament qu'on utilise dans la médecine militaire, parce que... et puis il y a un mésusage extrêmement important de ce type de médicament, donc on le préserve de manière précieuse, parce que c'est un médicament qui ne s'injecte pas, qui s'injecte en une fois, on n'a pas besoin de pousse-seringue. Donc quand on est en pénurie de pousse-seringue, on peut injecter 4 grammes de gamma hydroxybutyrate, enfin de 4 grammes de gamma OH, et en fait, c'est un effet pendant 4 heures, au moins 4 heures, ce qui nous permet d'aller faire un transfert derrière sans qu'on s'embête avec un malade qui se réveille. Alors c'est un médicament, du coup, vous imaginez que si on injecte en une fois, ça met 4 heures à s'éliminer. Si on veut le réveiller un malade rapidement, 4 heures, c'est pour si tout va bien. Hein. Des fois, c'est bien plus que ça. Donc c'est un médicament d'exception, on l'utilise très peu. Hein. En médecine militaire, on l'a gardé. Et donc, en situation de crise, on le garde dans les packs PSM, et notamment au SMUR, et notamment au bloc si on est en grande pénurie. Parce que si on n'a plus de pousse-seringue, on fait une injection, et on sait on peut aller au scanner, on peut aller faire transporter le malade sans qu'on soit embêté avec pousser en continu une seringue. Donc, à garder en tête, très peu de personnes ont l'habitude de ça. Nous, on en utilise, voilà. Mais, et l'avantage aussi, c'est que ça fait peu de dépression myocardique. Donc, en fait, très peu d'hypotenseurs. Donc, sur des malades où on n'a pas de scope, il faut les endormir quand même, mais en fait, ça marche quand même. Voilà, pour vous dire que c'est de la médecine dégradée. L'analgésie. On va vous parler des quelques drogues morphino-mimétiques ou morphiniques. Voilà, donc la première, le Sufinta, sufentanil. Donc là, on est sur des médicaments qui sont des stupéfiants. C'est un analgésique d'appoint au cours de l'entretien d'une anesthésie générale. Un agent anesthésique principal pour l'induction et l'entretien d'une anesthésie analgésique en sédation prolongée, en unité de soins intensifs ou en réa, de patients ventilés. C'est un médicament qui se prépare aussi au pousse-seringue. Les bolus sont possibles et on a 2 présentations qui permettent de préparer des pousse-seringues, voilà, de 250 microgrammes dans 50 ml ou de 500 microgrammes dans 50 ml. Soyez extrêmement vigilants avec ces pousse-seringues. Vous voyez qu'il y a une dose et il y a le double. Hein. Donc, dans les préparations, les dosages, on a standardisé en fait les préparations. Il y a même 3 préparations parce qu'il y a aussi du 50 gamma en ampoule dans 10 millilitres. Donc, 5 gamma par millilitre. Donc, on a 3 présentations sur le CHU entre les blocs et l'anesthésie. Entre les blocs, en anesthésie et les réanimations. Donc, attention, toujours un point extrêmement important. Vous préparez une seringue, vous regardez votre seringue, vous en êtes responsable. Alors, sur le Sufinta, quand vous tendez la seringue pour, par exemple, qu'on habille en stérile, on a besoin du médicament, tout ça, vous montrez la seringue avant pour être sûr qu'on fasse un double check
pour que à la fois le médecin qui a fait la prescription et le soignant qui casse l'ampoule soient bien d'accord sur le dosage, tout ça. C'est extrêmement important parce qu'on peut avoir des erreurs de préparation, tout qu'on a beaucoup de patients, qu'on peut être fatigué, on peut avoir voilà, des tas de choses. Faites extrêmement attention à ça, surtout quand vous n'êtes pas, si vous êtes en pédiatrie pour certains ou certaines, vous avez des dosages qui sont complètement différents, avec des volumes complètement différents des nôtres. Donc c'est pas notre habitude de le faire. Comme moi, quand je fais de la pédiatrie en SMUR, je note tout avant et je le prépare parce que je sais faire, mais il faut que je le check avant. Ça, c'est important. Sur le deuxième, c'est le rémifentanil, Ultiva. Donc ça, c'est un médicament qu'on va utiliser sur la réanimation et le bloc opératoire. C'est un très très bon analgésique, pareil, morphinique, stupéfiant, extrêmement puissant. On dit qu'il est, je crois, dans tête, c'est 100 fois plus. 5 500 fois plus, 500, c'est ça. 500 fois plus que la morphine. Donc, vous voyez, c'est un médicament extrêmement puissant. Donc, très d'épaisseur respiratoire, d'épaisseur myocardique aussi. Et l'avantage, c'est qu'il est on-off. C'est-à-dire qu'on le met, il fonctionne. On coupe le pouce-seringue, l'effet n'a quasiment plus lieu. Donc, ça ne se fait pas en bolus. Ça se fait au pouce-seringue et on ne fait pas de bolus par rapport au rémifentanil parce que on ferait un bolus, ça serait trop puissant et on ferait des bradycardies derrière et voire asystolie, quoi. Donc ça ne se fait pas en bolus. On l'utilise en réanimation Covid parce que ça permet de réveiller des patients assez rapidement, de les mettre en ventilation spontanée assez rapidement, voilà, et de les faire tolérer le tube. Donc vous pouvez en voir. Le principal que vous trouverez, c'est sufentanil. Le deuxième, c'est Ultiva rémifentanil, voilà. Et puis après, bien sûr, la morphine et l'oxynorme. Donc pas de bolus, surtout. Ça, regardez, pas de bolus. Les dilutions, il y a des dilutions de réa, des dilutions de bloc. Bon, c'est du 5 gamma que vous avez en réa. Au bloc, on a 5 mg, pardon. Au bloc, on a des 2 mg. Donc voilà, il y a des adaptations aussi à faire. Oui. Alors oui, ça c'est un point important que j'ai peut-être pas signalé. Je ne sais plus si je le mets après. Non, je le mets pas. Il y a un point extrêmement important. Merci Pedro de le signaler. La rigidité thoracique post-induction à l'Ultiva. Voilà, des patients qui font une rigidité thoracique, c'est décrit dans la littérature et on le voit chez ces patients à des doses importantes. Ça se voit assez. Donc voilà, chez des patients qui ont des difficultés. Alors en tout cas, une induction séquence rapide se fait pas avec ce genre de médicaments. De toute façon, on fait pas de morphinique dans une addiction séquence rapide. En détresse respiratoire, c'est des médicaments qu'on fait pour la sédation en réanimation. D'accord ? Le troisième, qui est intéressant, qui est dans 2 cases. La kétamine, donc c'est un agent anesthésique unique, inducteur d'anesthésie avant l'administration d'autres agents anesthésiques ou potentialisateur d'agents anesthésiques de faible puissance. Donc là c'est pareil, on a 2 présentations sur l'hôpital, donc des dosages différents, et c'est un médicament qui va s'utiliser au pouce-seringue électrique. Donc sur la kétamine, le point extrêmement important, c'est qu'il est... moi je trouve qu'il est extrêmement intéressant ce médicament, c'est un très vieux médicament, qui a un mésusage aussi important, donc nous maintenant il est contingenté parmi les stupéfiants, même si ce n'en est pas un en tant que tel, mais il est contingenté pour éviter le mésusage et les vols. Et c'est un médicament qui est psychodysleptique. Psychodysleptique, hallucinatoire, avec des délires hallucinatoires de ce type-là. Donc il est contre-indiqué chez les patients psychiatriques. Très clairement, les psychotiques, pas de kétamine, ça c'est clair. C'est un très bon médicament pour les asthmes, parce qu'en fait c'est bronchodilatateur. Je crois que je ne le mets pas ici. Et à la fois, il est extrêmement intéressant parce qu'il a à la fois un effet hypnotique, sédatif, et un effet analgésique. Donc c'est un double médicament que d'ailleurs on utilise aussi dans la médecine militaire parce qu'il a ce double effet. En fait, on peut endormir et en même temps les patients ils ont pas mal. Moi, c'est un médicament que j'utilise beaucoup, à la fois en pré-hospitalier, à la fois en hospitalier, au bloc et en réa. Il a un effet amnésiant aussi, donc important pour ces malades qui ont des traumatismes graves, notamment chez les polytraumatisés, ça peut être intéressant de l'utiliser. Des effets, pourquoi il a un effet en fait sur la douleur aussi, contre la douleur, c'est qu'il a un effet anti-NMDA. Je ne vais pas revenir dans tous les circuits, mais de la douleur, mais il a un effet extrêmement intéressant. Alors les contre-indications, celui que je retiens principalement, c'est le trouble psychiatrique, ça c'est clair. Et puis les effets secondaires, toutes ces hallucinations, quand même quelques hypersécrétions derrière, et des effets de nystagmus, avec des diplopies qui sont décrites.
Une question qui est décrite encore dans les livres, qui tend à disparaître, c'est l'augmentation de la pression intracrânienne. Il n'est plus contre-indiqué dans l'utilisation du patient traumatisé crânien grave. Voilà. Donc on a revu ça dans les dernières recommandations, mais ça traîne encore dans les livres. De toute façon, il faut imaginer que tous les médicaments qu'on fait vont endormir le patient, donc vont le sédater. Mais quand on fait la laryngoscopie est aussi douloureuse que l'incision chirurgicale. Donc la laryngoscopie va faire un pic hypertensif. Donc pic hypertensif va dire pic de douleur et donc augmentation de pression intracrânienne aussi. Donc il y a cet équilibre à trouver entre le médicament qui sédate et l'hémodynamique. Donc bénéfice-risque à chaque fois. Et donc, quand on travaille tous les jours avec nos infirmiers anesthésistes, la question, c'est de dire, ou en réanimation, c'est pareil, nos infirmiers de réa, c'est de dire quel médicament va être le plus bénéfique et avec le moins de risque possible. Et donc, on va ajuster. Et alors, sur la plupart des patients, on fait le même, au bloc. Mais en fait, chez les patients les plus fragiles, les plus graves, et c'est ceux qu'on a en réanimation, on ajuste en fonction du patient. Hein. Donc ça, c'est avec des doses à chaque fois, un dose-poids, poids idéal. Hein. Attention, et c'est comme poids idéal, poids adapté à la taille, on calcule un poids idéal. Et puis je reviens, la morphine, je ne vais pas forcément s'étendre dessus, mais bon, la morphine, on en fait plutôt en discontinu d'ailleurs. Plutôt en discontinu dans les services de réa, certaines fois en continu. Oxynorm, vous verrez aussi qu'il y a les mêmes équivalents, je crois qu'on ne l'a pas mis, mais bon, voilà, morphine, oxynorm. Oxynorm a un effet intéressant. C'est l'oxycodone. C'est intéressant parce qu'il y a probablement un petit peu moins d'effets nauséeux et probablement un petit peu moins d'hallucinations par rapport à la morphine. Donc on fait pas mal d'oxynorm, mais en fait, il y a des variabilités inter-individuelles aussi. Les curares. Tu peux commencer, Jean ? Ouais. Donc pour ce qui est des curares, la contre-indication commune aux curares, c'est l'absence de matériel de ventilation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'injecter des curares si on n'a pas de matériel d'anesthésie-réanimation. Interdit. C'est-à-dire qu'un curare va être un myorelaxant. Et donc, si on myorelaxe l'ensemble de nos muscles, et le dernier de nos muscles, c'est le diaphragme, on va s'arrêter de respirer. Donc, on doit avoir du matériel de réanimation et de ventilation. Et il faut avoir, avant d'injecter des curares, sédater notre malade. Voilà, c'est capital, on n'injecte pas de curare vigile à un patient. Jamais. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on est prisonnier de notre corps sans pouvoir rien faire. Par contre, on voit tout ce qui se passe, on entend tout ce qui se passe, notre cerveau est toujours vigile. Ça, c'est un point important. Et ça, dès le bébé jusqu'à la personne âgée. Voilà, ça, c'est clair. Il n'y a pas de discussion possible. On n'injecte pas de curare avant les hypnotiques. Contre-indication des curares. Alors, il y a deux types de curares. Des curares dépolarisants. Il y a un curare dépolarisant. Et après, c'est des curares non dépolarisants. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est bouton synaptique, la synapse, l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire. Je ne vais pas vous faire un détail sur ça, mais il y a des actions au niveau de la fibre musculaire, des actions qui vont larguer de l'acétylcholine, puis d'autres qui vont faire un petit peu différemment. Voilà. Et donc, il y a une contre-indication des curares non dépolarisants, c'est la myasthénie. Myasthénie, elle a une contre-indication qui est en fonction de l'état de la myasthénie, eh bien, on va monitorer si elle n'est pas très grave, on va titrer nos curares, parce que le risque, en fait, c'est que les malades restent curarisés des heures et on n'arrive pas à les extuber. La myasthénie, en fait, a une atteinte au niveau du muscle, au niveau de la jonction aussi neuromusculaire, donc c'est important. Et puis, tous les curares peuvent induire des réactions d'hypersensibilité immédiate allergique, en fait, des allergies. Hein, donc, on peut aller jusqu'au choc anaphylactique avec œdème de Quincke, bronchospasme, arrêt cardiaque, arrêt cardio-respiratoire, donc... Voilà, c'est des médicaments qui sont dangereux, mais en fait, globalement, comme tous les médicaments qu'on vous a montrés avant, ça reste des médicaments d'anesthésie-réanimation cadrés et avec des règles assez précises. Le premier... Donc le premier curare, c'est le succinétonium, la cellocurine. Donc c'est un curare dépolarisant d'action rapide. Donc, je crois que c'est le seul curare dépolarisant. Donc son indication, c'est un adjuvant de l'anesthésie générale pour notamment faciliter l'intubation endotrachéale. Et donc vous avez les modalités de dilution. Il peut s'utiliser pur ou dilué dans du NaCl ou du G5. Il est incompatible avec beaucoup de choses, donc il vaut mieux pas le mélanger. Et c'est celui qu'on utilise en intubation, en induction séquence rapide pour tous nos patients qui sont estomac plein. Voilà, parce qu'il a une action rapide, mais aussi il a un inconvénient, c'est qu'il ne dure pas longtemps.
Globalement, dans le meilleur des mondes, 10 minutes, mais en fait, c'est souvent moins que ça. Donc c'est la question qu'on s'est posée pour nos patients Covid, pour les endormir en séquence rapide. On les endort tous en séquence rapide, hein, les patients de réanimation, parce qu'ils ne sont pas estomac vide, ils sont estomac plein, parce qu'ils sécrètent. Et qu'en fait, quand tu sécrètes et que tu as une agression, ton estomac gonfle, il y a une gastroparésie. Et donc la gastroparésie va faire que tu as du liquide gastrique à l'intérieur, et donc tu as un risque de régurgitation et de vomissement au moment où on va faire l'induction et l'anesthésie générale. Donc on les considère tous comme estomac plein. Donc on s'est posé la question de quel curare on allait utiliser pour l'induction. Donc il y a celui-ci, en séquence rapide, c'est l'Ocurine, qui dure pas longtemps. Il y en a un autre qui s'appelle le Rocuronium. Rocuronium, c'est celui-là. Donc c'est le deuxième curare d'action rapide, mais de durée plus longue. Celui-là va durer facilement une demi-heure, voire des fois plus. Et celui-là est non dépolarisant. Alors pour l'autre, quand on dit dépolarisant, vous allez avoir des réelles fasciculations. Les muscles vont se dépolariser avec la cellocurine. Là, ici, vous ne verrez pas d'effet. Donc il faut lancer le chronomètre pour être sûr que vous êtes dans les délais. Et puis il faut monitorer. Donc on monitore avec un curamètre. Et c'est un adjuvant aussi dans l'induction séquence rapide pour l'intubation, pour faciliter l'intubation, donc pour relâcher les muscles, le diaphragme, mais aussi pour relâcher les muscles des voies aériennes, la mâchoire. Masséter extrêmement puissant comme muscle. Hein. Donc s'il n'est pas relâché, on n'arrivera pas à intuber notre malade. Hein. Donc c'est extrêmement important sur ça. Et donc c'est des bolus, alors je sais plus, je crois que j'en en dis plus. C'est du 10 mg par millilitre. Il n'est pas dilué, il est pur. Hein, le esméron c'est pur. Et en réanimation, on peut le faire en perfusion continue. Alors il a un avantage, celui-là, je crois que je le dis après, il a un antagoniste. C'est-à-dire qu'on peut l'antagoniser avec un médicament, on peut l'antagoniser intégralement. Voilà. Il va aller être capté, mais j'y reviendrai après. D'autres curares, on ne va pas forcément rentrer dans le détail par rapport à ça, mais le cisatracurium ou l'atracurium, tout ça pour dire que c'est des adjuvants de l'anesthésie générale. Il faut savoir qu'un patient, pour dormir en réanimation, pour être sédaté, il a un hypnotique, donc ceux qu'on a vus, midazolam, propofol. Il a un morphinique, la plupart du temps c'est sufentanil. Et quand on n'arrive pas à le ventiler correctement, qu'il est toujours oxynodépendant, qu'il s'agite sous sédation, on rajoute un curare. Voilà. Et donc on rajoute soit le rocuronum, soit le cisatracurium, soit le premier atracurium. Bon, voilà. Voilà pour vous dire en gros comment on fonctionne par rapport à ça. Donc toujours pareil, on ne les mélange pas, il y a des dosages, on a plusieurs ampoules différentes, voilà. Et donc on passe au cardiovasculaire. Donc là, quelques médicaments cardiovasculaires de grande ligne, et on aura fini après ici, on répondra à vos questions. Les grands médicaments d'urgence, on ne s'attardera pas spécifiquement, on ne fera pas un cours de physio, parce que ça, je peux vous en faire pendant 3 heures de cardiovasculaire sur les amines. Mais là, l'idée, c'est juste vous redonner des petites pistes et les grands effets. L'épinéphrine, adrénaline chez nous. L'épinéphrine, adrénaline, donc traitement de l'arrêt cardiovasculaire, traitement du choc anaphylactique, traitement des détresses cardio-circulatoires avec état de choc anaphylactique, hémorragique, traumatique, infectieux ou secondaire à la chirurgie cardiaque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un médicament qui doit être utilisé sur une voie veineuse centrale, puisqu'il est toxique pour les veines, phlébogène, et voilà, une utilisation en bolus ou au pouce-seringue. Ce qu'on fait pour celui-là, notamment en cas d'arrêt cardiaque, on n'a pas de voie centrale, donc on le passe en bolus sur une voie périphérique si on a. Et si on n'a pas de voie périphérique, on les passe en intra-osseuse, humérale ou tête tibiale antérieure. Hein. Donc, et en attendant d'avoir la voie centrale, parce que sur un arrêt cardiaque, on n'a pas le temps de mettre une voie centrale, donc on passe comme ça. Un effet important, c'est un effet beaucoup alpha et aussi modérément bêta. Donc alpha, vasoconstriction, bêta, ça joue sur le rythme cardiaque, ça accélère. Donc adrénaline a un effet à la fois sur la vasoconstriction, donc ça veut dire que ça monte la tension, et a aussi un effet bêta, ça accélère le pouls. De manière très simple, si vous retenez adrénaline, médicament de l'arrêt cardiaque, choc anaphylactique, alpha, bêta, vous avez déjà retenu globalement beaucoup de choses. La noradrénaline. Donc la noradrénaline, c'est un médicament utilisé dans le traitement d'urgence du collapsus et pour la restauration et le maintien de la pression artérielle. Donc là, les dilutions qui vous sont présentées, visiblement, ça ne correspond plus aux pratiques des services, hein, je crois que c'est ça, Mélodie. Donc on remettra à jour le tableau, parce que visiblement, maintenant, c'est du 0,1 mg par ml.
encore ou du 1. En fait, on avait au départ du 0,5 mg par millilitre, parfois du 1 mg par millilitre dans des grosses sur des gros besoins en noradrénaline. La problématique, c'est que sur des petits débits, nos pousse-seringues perdent en fiabilité. Et donc, on a pris le parti, pour avoir moins de pics hypertensifs de bolus, de diluer plus. Donc, on fait des 0,2 mg par millilitre, voire des 0,1 maintenant. Voilà. Donc, on a adapté nos pratiques par rapport à... Et du coup, on monte nos débits. Et du coup, on a plus de précision et moins de pics hypertensifs quand vous faites vos relais. Ce qui était quand même un sacré problème, parce que le problème de la noradrénaline, c'est un super médicament. C'est un effet alpha extrêmement puissant. Donc, effet alpha vasoconstricteur. Donc, vous montez votre tension. On peut injecter sur une veine sans soluté vecteur. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous mettez une valve anti-retour et vous n'avez pas de soluté vecteur qui pousse. Parce que si vous poussez avec un soluté vecteur, vous allez faire vos bolus. Et vous ne le mettez pas du côté où il y a un brassard. Donc ça, je parle pour le préhospitalier. Après, dès qu'on est en réanimation, on met une voie centrale sur une voie unique en... Proximale. Merci. Proximale. Donc proximale. Voilà. Et donc, sur nos voies, ça, c'est important. Mais c'est un super médicament, mais attention à l'effet alpha, très vasoconstricteur. Alors, il y a un petit effet bêta quand même, je ne vous l'ai pas dit. Hein. Mais le principal effet, noradrénaline, c'est l'état de choc septique, retenez. L'état de choc hémorragique, on met de la noradrénaline aussi. Et ça fait monter la tension, à part un effet alpha. Là, on va en parler que d'un, parce que la dopage, je crois que j'en ai jamais fait. Alors, j'ai une petite carrière, mais je crois qu'on n'en fera plus, ou quasiment plus, parce qu'il y avait trop de variabilité. On le met encore, mais en fonction de la dose qu'on mettait, ça avait un effet alpha, puis à forte dose, un effet bêta, ou inversement. Enfin bon, bref, j'en ai aucune pratique. Je crois que plus personne n'en a une pratique. Par contre, la dobu, oui. Et donc, c'est surtout pour les syndromes de bas débit. Retenez pour la dobu, c'est surtout, je l'ai mal noté en fait, c'est un mauvais copier-coller. Donc, ne notez pas ça, c'est surtout un effet bêta. Donc, c'est surtout un effet pour le bas débit cardiaque. Et donc, il y a un petit effet alpha, mais très peu. Je suis plutôt hypotenseur d'ailleurs. Et il y a plutôt un effet, vasoplégiant, il y a plutôt un effet bêta, donc qui va faire tachycardie sur des patients qui sont en bas débit avec une hypokinésie cardiaque. Voilà, sur des bas débits cardiaques, on va utiliser la dobutamine. Vous avez compris que adrénaline, alpha, bêta, noradré plutôt alpha, dobu plutôt bêta. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne met pas toujours de l'adrénaline et on met des fois de la noradré dobu? C'est des choix. C'est-à-dire que certaines fois, des patients qui ont besoin, l'avantage de la noradré dobu en même temps versus adré seul, c'est qu'on peut jouer un peu sur les deux. Voilà. Et qu'en fonction du malade, de son évolution, de son profil septique ou pas, eh bien on va plus baisser la dobu, et puis le lendemain on baissera plus la noradré, alors que quand tu as de l'adré, tu baisses un seul. Voilà. Donc c'est des choix qui sont faits. Il y a des écoles aussi, mais en pratique, on adapte, et puis c'est en fonction, puis si on enlève, on sèvre, et on remet. Enfin voilà, on fait souvent ça aussi. Hein. Des fois on fait... Et donc sur voie centrale, hein. Pareil, voie centrale, dobutamine, c'est sur voie centrale. Bon, des médicaments qu'on utilise au bloc opératoire, je vais le dire rapidement. L'éphédrine, alors ça c'est typiquement un médicament d'anesthésie qu'on utilise. Ça va relarguer en fait les amines endogènes. Voilà, ça relargue les amines endogènes qu'on a, des surrénales. Et donc ça a un effet qui est limité parce qu'on n'a pas des amines. Quand on se vide les surrénales après un gros état de stress ou une grosse pression, on largue des amines, donc on a un coup de boost. Et l'éphédrine, ça fait cet effet-là, donc c'est un effet limité. Une fois que ça a relargué, que tu as fait une seringue d'éphédrine, donc tu as fait 15 mg, 30 mg, pardon, c'est 2 fois 15, 30 mg d'éphédrine, il n'y a plus rien à relarguer en endogène. Voilà. Ça se fait en bolus, c'est ce qu'on fait surtout au bloc. Ça se fait aussi, on s'en sert en réa maintenant parce que c'est la petite noradré, quoi. C'est la petite amine, quoi. C'est-à-dire qu'on injecte ça en attendant que la noradrénaline arrive, quoi. Donc c'est pas mal. Et il y en a un autre qu'on utilise aussi qui est la phényléphrine, qui est là plutôt un effet presque uniquement alpha, en bolus. Et du coup, ça marche bien aussi. C'est pareil, on l'utilise en réa et en bloc. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet bêta, ou presque pas. Et donc, comme il n'y a pas d'effet bêta, on augmente beaucoup notre post-charge avec la tension qui va monter. Et donc, sur des malades un peu fragiles, avec une cardiopathie, c'est des fois un peu compliqué. Ils font des fois des bradycardies derrière, des difficultés qui peuvent être. Donc, c'est des médicaments qu'on utilise, qui sont en seringue pré-remplie même d'ailleurs. Éphédrine, néosinéphhrine sont pré-remplis. Donc, c'est déjà pré-dosé. On en a en reconstitution, mais on en a pour ça. Et on utilise au bloc, on ouvre, et voilà. Et puis, il y en a une, je crois qu'on a oublié de mettre, c'est l'atropine.
On l'a pas mise, mais bon voilà, atropine aussi qu'on utilise pour les bradycardies extrêmes. Voilà, donc on n'est pas revenu dessus. Quelques mots, mais je pense qu'on va pas s'attarder sur ces points, les anti-arythmiques, anti-HTA. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin, parce qu'on a fait 1 heure, on pourra revenir dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Non, pas forcément. Peut-être plutôt les antagonistes. Ouais, je pense plutôt antagonistes. On a le Présil, on a le Loxène. Alors quel est le choix entre Présil et Loxène? Juste comme ça, c'est des antihypertenseurs qu'on utilise en réa et au bloc. Et il est anti-hypertenseur. Et puis on a l'amiodarone pour les troubles du rythme grave, qu'on peut mettre aussi, principalement en voie centrale, mais si on n'a pas le choix, on le met en voie périphérique, mais principalement en voie centrale. Attention quand même, parce qu'il y a des incompatibilités, et ça fait précipiter aussi dans les voies, les lumières des voies centrales. Donc c'est vraiment des médicaments qu'il faut mettre sur une voie unique. Et là, il faut être assez vigilant sur ça. Et c'est normalement un soluté de G5. Je crois que ça doit être un des rares. Ouais, si c'est pas précisé NaCl, effectivement c'est incompatible NaCl, c'est uniquement G5. C'est vraiment un des rares où il faut diluer en G5. Après, il y en a dans les antibiotiques. Mais dans les médicaments qu'on vous a passés là, ça doit être, je crois, me semble-t-il, le seul dans ceux qu'on vous a passés. Et on a le furosémide, l'Azilix, qui peut être injecté ou en pousse seringue. Alors, juste petit point focus là-dessus. Attention, si on a des grosses doses de l'Azilix, n'injectez pas trop vite, parce qu'il y a des acouphènes et des autotoxicités. Donc, il y a quand même derrière des effets secondaires. Donc, c'est pour ça que si on met des grosses doses, au-dessus de 125 mg, à partir de 125 mg, on met au pouce seringue. Voilà. Et en dessous, on injecte doucement, on ne fait pas des bolus 125 mg, on ne les fait pas comme ça, on les met en débit, on essaye de faire, parce qu'il y a des autotoxicités qui sont décrites avec des acouphènes. Et voilà, principalement ces points-là. Un focus sur les antagonistes, donc on va vous en parler 3. Le premier, c'est l'annexate, flumazénil. Le Sugamadex, je vous en ai parlé, je crois que j'ai fait sauter une diapo, c'était l'autre après, mais peu importe. C'est l'antagoniste du Cura rocuronium. En fait, la molécule de rocuronium est une molécule à plein de petits atomes et stéroïdiens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le Sugamadex va aller se fixer comme un donut sur la molécule de rocuronium. Et donc, va l'inactiver complètement. Et donc, il n'y a pas de dilution. Ça s'injecte rapidement et il n'y a pas de recurarisation. En tout cas, derrière, c'est plutôt très efficace. Le donut s'est fixé. La bridion se met sur la molécule stéroïdienne du curare et les complexes bridion-curare s'éliminent. Donc en fait, donc il n'y a pas de recurarisation possible parce que ça fixe sur le... C'est vraiment l'image d'un donut avec une molécule. C'est plutôt pharmacologiquement, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et le dernier que je voulais vous parler, je l'avais noté en plus, c'est quand même le Narcan, où on vous a parlé énormément de morphinique. Donc quand même, on vous parle des antagonistes. Narcan, naloxone, qui est l'antagoniste des morphiniques qui ont un récepteur mu. Donc tous ceux qu'on vous a parlé avant, morphine, oxynorme, rémifentanil, sufentanil. C'est un antagoniste qui permet d'éliminer l'effet. Donc pareil, on le fait en titration. Ça a une réaction de 60 minutes. Donc il faut faire un relais. Ensuite, si le test est positif, votre malade se remet à respirer une fois que vous avez injecté ça. Il a les pupilles serrées, vous ne savez pas ce qu'il a pris, vous faites annexate, Narcan, il se réveille, et vous faites un relais annexate et Narcan au pouce seringue. Parce que le temps que ça s'élimine, en fait, ils vont avoir des remorphinisations si on n'injecte pas au pouce seringue. Et voilà. Ça va ? Merci, j'espère que ça vous sera utile, ces informations. Merci à vous.